Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Merci de nous faire de la place chez vous. Ce soir encore dans le cadre de cette autre production de votre émission Entre copines sur STV. Nous avons tous en commun ce besoin de reconnaissance. Nous avons tous en commun ce besoin profond d'être aimé. Mais pour certains, il s'avère très présent de la dépendance, de l'obsession. Qu'est-ce que c'est que vraiment la dépendance affective? Est-ce une maladie? Est-ce une pathologie? Est-ce juste un excès d'amour? Avec mes copines ce soir, nous allons essayer d'en savoir plus. Merci de rester avec nous. Pour en parler ce soir, nous avons invité Barbara Ndjimo. Elle est coach matrimoniale et spécialiste de la santé mentale. Bonsoir Barbara. Bonsoir Hermine, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Installez-vous bien parce que je suis persuadée qu'au milieu de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, nous avons énormément de personnes qui souffrent de la dépendance affective. On va en parler aujourd'hui avec beaucoup de détails. Alors, je suis heureuse de t'avoir ce soir, d'autant plus que tu as, je suis obligée de le dire, tu as perdu ton père il n'y a pas longtemps. Oui. Et au nom de toute l'équipe de production de cette émission, je veux t'adresser nos condoléances. C'est très gentil, merci pour ces condoléances, c'est très difficile d'ailleurs et ça peut provoquer ce qu'on appelle une blessure de l'abandon. et qui est le corollaire d'autres choses. Voilà, qui peut entraîner justement la dépendance émotionnelle très facilement justement. Merci d'être là. Je vous en prie. Juste à ma gauche, j'ai Josiane Elon. Bonsoir Josiane. Bonsoir. Alors, tu es fondatrice, tu as voulu que je dise fondateur, je préfère dire fondatrice, et gestionnaire d'entreprise. Alors, bonsoir. Bonsoir, Emine. Alors, c'est quoi exactement? Tu fais dans quoi? L'entreprise, alors, elle se dénomme uniquement? Non, sans publicité. Alors, je voulais savoir juste ce que tu fais exactement. Alors. Ok, on fait dans la publicité et le design, tout ce qui est marketing digital, prestations, impression sur support numérique. D'accord. Ça va? Oui, ça va, ça se passe bien. Ok, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Juste à côté de toi, on a une ancienne, hein, elle est habituée de ce plateau, Marie-Apollinaire Ombeokol. Ouais. Tu t'attendais à ce que je ne prononce pas bien ton nom, c'est ça? Oui, oui. Bonsoir Marie-Apollinaire. Bonsoir Amine, bonsoir tout le monde. Et condoléances encore. Je suis heureuse de t'avoir là. Merci. Tu es l'une des premières qu'on a eues sur ce plateau. Comment ça va? C'est toujours un plaisir d'être avec vous ici dans ce plateau. Comment ça va depuis le temps? Je vais très bien. Alors, toi tu es entrepreneur. Est-ce que tu peux nous rappeler dans quoi est-ce que tu entreprends? Oui, ONS Service fait dans le recrutement, placement et formation du personnel. D'accord, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ok, très bien. Alors on va commencer avec toi Barbara. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est que la dépendance affective? La dépendance affective, c'est bien d'en parler parce que c'est déjà je veux dire que c'est un trouble. Hein. Je préfère dire ça comme ça. C'est un trouble, voilà, émotionnel qui entraîne la personne qui manifeste ce trouble émotionnel à dépendre complètement de l'autre pour exister sur le plan émotionnel. Ça veut dire que j'ai besoin que l'autre soit là pour sentir que j'existe émotionnellement. J'ai besoin que l'autre soit là pour me sentir aimé, pour me sentir accepté, pour me sentir exister même. C'est un trouble qui est très dangereux parce que plus il est exacerbé, plus il peut venir avec beaucoup d'autres corollaires comme de l'anxiété, des sentiments de tristesse. On peut aller jusqu'à la dépression et quelquefois jusqu'au suicide. C'est un sujet dont il faut absolument parler. Et on se voit au travers du regard de l'autre. On existe parce que l'autre nous dit qu'on existe et qu'on est, comment on dit ça, légitime pour exister au travers du regard de l'autre. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus enclines à être dépendantes affectivement? Ah oui. La dépendance affective vient de peut avoir plusieurs sources. Ouais. L'une des principales sources, c'est la naissance. C'est à la naissance, quand on grandit, la première phase de la vie. Vous voyez, quand on commence sa vie, lorsqu'on est petit, on a vraiment besoin de recevoir une affection particulière. On a besoin d'avoir une affection qui va créer ce qu'on appelle la sécurité émotionnelle. L'enfant a les figures émotionnelles qui sont là, les figures paternelles, on va dire par exemple son père, sa mère ou alors toute autre figure qui doit envoyer à cet enfant suffisamment d'amour, d'attention, d'affection pour que cette personne puisse s'adosser sur cet amour-là et aller conquérir le monde. Ouais. Vous allez voir un enfant qui est très équilibré,
il va vouloir oser des choses. Il va revenir en sachant que j'ai mes parents qui sont là. Je peux m'adosser sur cet amour-là et je prends des initiatives, je cours dans tous les sens, je saute de plus en plus loin, je fais des péroulés, je fais des choses comme ça. Parce que je sais qu'après, je peux replier. J'ai un repli, mon repli émotionnel, c'est cet amour, ce socle que j'ai sur le plan émotionnel et qui, normalement, doit être donné par ces figures-là, ces figures, voilà, parentales, je vais dire ça comme ça ici en Afrique, ça peut être nos parents, nos oncles, les tantes, en fait, ceux qui sont chargés de donner cette éducation. Alors, c'est dire que celui qui est dépendant affectif a manqué de ce socle-là. Effectivement, à un moment, lorsque l'enfant ne reçoit pas ça comme il faut, lorsque l'enfant rentre et qu'il n'a pas l'amour qui permette de combler, vous voyez, de fermer ce vide émotionnel, ce besoin émotionnel-là, l'enfant avance avec un vide émotionnel dans sa vie. Et il réagit n'importe... Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont réussir à surmonter ça, d'autres pas. Et lorsqu'on ne réussit pas à surmonter, on commence à rechercher en d'autres personnes ce dont on a manqué lorsqu'on était plus petit. Au fur et à mesure que le temps passe, on s'accroche. Il y a des enfants qui commencent à être dépendants très jeunes. Très jeunes, oui. J'ai vu des personnes parmi mes clientes qui ont commencé à l'école primaire à développer une dépendance affective vis-à-vis des autres. Parfois, c'est au collège. Parfois, plus on grandit dans la vie, plus on commence à rechercher chez l'autre ce qui nous a manqué lorsqu'on était petit. Et on se met en difficulté parce qu'en recherchant chez l'autre, on embarrasse l'autre, on va en demander trop, on va chercher quelque chose qu'on ne peut combler que par soi-même. Oui. C'est-à-dire que le vide est béant et on en demande à l'autre et l'autre personne est embarrassée parce qu'il ne réussira jamais. Il ne peut forcément pas combler le vide qui est grand. Et puis il y a une deuxième source aussi. On peut grandir normalement, on peut avoir une vie normale et enchaîner des échecs sur le plan émotionnel. Oui. Alors, après un premier échec, un deuxième échec, un troisième échec, on commence à perdre confiance en soi. On commence à ne plus être émotionnellement stable. On commence à avoir peur. Parce qu'au fond de tout ça, c'est une peur. Il y a une grosse peur qui sous-tend cette dépendance émotionnelle. C'est la peur de l'abandon, la peur de se retrouver seul, la peur... la solitude, le dépendant émotionnel est extrêmement dans la peur de la solitude. Il n'arrive pas à gérer. D'accord. Alors, Marie-Apollinaire, toi, est-ce que tu peux en quelques mots, nous brosser ton environnement familial? Dans quel environnement est-ce que tu as grandi? Un père, une mère, une stabilité, tout ça? Oui, moi personnellement, j'ai grandi avec mes parents, mais malheureusement, j'ai perdu mon papa très jeune. Oui. Ce qui fait en sorte que du côté de mon papa, je n'ai pas reçu l'amour. L'amour d'un père, oui. Je n'ai pas reçu l'amour d'un père parce qu'il n'était pas là. Voilà. Et dans ton parcours, ça t'a manqué cet amour d'un père? Tu as cherché la figure du père au travers des relations que tu as eues? Oui, ça m'a beaucoup manqué. Oui. C'est la raison pour laquelle, quand je fais même des rencontres, je suis parfois soumise à certaines, comment dirais-je, tu t'attaches beaucoup trop? Je m'attache beaucoup plus. Maintenant, ça dépend. Comme l'a souligné la dame tout à l'heure, quand tu es en face de toi quelqu'un qui te montre qu'il ne vit que pour toi, que sans toi, sans lui, tu n'existais pas. Donc du coup, là, tu te retrouves, tu te sens plus épanoui avec la personne. Oui. Voilà. Donc, alors, Josiane, toi, c'est quoi ton environnement, l'environnement dans lequel tu as grandi? Des parents, une vie de famille stable? Moi, personnellement, je dirais pas stable au début. Dans la petite enfance, je me suis d'abord retrouvée dans le cocon familial, c'est-à-dire avec ma famille maternelle, parce que je suis un enfant naturel et justement, les parents n'étaient pas encore ensemble. Je crois qu'ils se cachaient encore un peu. Donc, c'était pas très évident. Il fallait que je reste avec les tantes au moment. Et après, il y a une scission où je devais maintenant retourner vivre avec le papa et la maman. Donc, je pense que cette transition-là, si elle n'est pas bien faite, justement, elle peut aussi créer ce problème de dépendance. Oui. Alors, est-ce que tu as eu un manque Oui, je pense que j'ai eu un manque parce que quand je vais me réinstaller avec mes deux parents maintenant, il y a déjà eu un vide, en fait. Une cassure. Un vide qu'eux, ils n'ont pas compris à ce moment-là et qu'ils ne peuvent pas comprendre parce que, justement, c'est des choses dont on ne parle pas dans nos familles africaines. Donc, et puis, ce sont des parents tout le temps qui sont au travail. Et toi, tu es à l'école, et puis quand ils rentrent le soir, il n'y a pas beaucoup de temps, et puis les journées continuent, elles s'enchaînent, et le vide continue à perdurer, et tout, il continue à exister en fait. Donc forcément, ça crée un gros vide en soi. Donc il y a un vide que tu as toujours voulu combler?
Oui, je pense bien. Oui. Que tu as finalement Je dirais comblé ça ou comme pas ça. ou, Pas véritablement, parce que dans les relations justement dans lesquelles on se retrouve, on y va sans avoir été préparé, je vais dire ça comme ça. On ne sait pas, on n'a pas conscience de justement ce vide-là et on ne mesure même pas l'impact que ça peut avoir dans notre vie. Et ça devient difficile, surtout quand on est en face d'une personne qui ne peut pas le percevoir non plus, qui forcément ce n'est pas de sa faute non plus également. Donc vous vous retrouvez là tous les deux et vous essayez de vous battre comme vous pouvez, quoi. Voilà, c'est ça. Alors toi, toi, Maria Apollinaire, ton vide était celui d'avoir perdu ton père tôt. Oui, oui. c'était- Donc tu cherchais une famille, une figure paternelle, chaque Paternelle, fois que oui, tu, chaque fois que je- tu avais affaire à quelqu'un. Ton sourire. Alors, Barbara, dis-moi, envers qui est-ce qu'on est dépendant affectif? Ah oui, la dépendance affective peut se faire dans des relations amicales. Ça peut se faire également dans des relations et surtout dans ma femme. Des relations amoureuses, je vais dire ça comme ça, que ce soit marital ou pas. Parce que vous voyez le besoin qui n'est pas résolu lorsqu'on est petit, c'est le besoin déjà de cette sécurité. J'ai besoin de la sécurité, j'ai besoin de l'attention, j'ai besoin qu'on me touche, qu'on me passe la main sur la joue, j'ai besoin d'appartenance, j'ai besoin de sentir que je suis chez moi. Tout à l'heure, Maria Apollinaire disait quelque chose. Elle disait, j'étais chez les tantes, ensuite je suis allée. Et, vous voyez, il y a un besoin d'appartenance, de sentir que j'appartiens à ça. Et que l'amour des autres également est inconditionnel, ne dépend pas de si je suis bien, si je ne suis pas bien, si j'appartiens à tel ou si je suis l'enfant de tel. Il y a un besoin là, surtout les 7 premières années de la vie de l'enfant qui doit vraiment être comblé. Alors, quand on évolue, la personne qui vous donne ce qui vous a manqué là, vous êtes facilement dépendant de cette personne-là. Oui. C'est-à-dire que la première personne qui va vous donner une attention particulière qui vous a manqué, parce que au fond de vous, il y a un cri. Certaines personnes parlent de l'enfant en soi. Je ne veux pas beaucoup parler comme ça, mais je veux dire, il y a un cri béant, il y a une sorte de mémoire traumatique qui est en vous. Les choses sont logées là-dedans. Et il y a ce cri en vous, votre subconscient crie. Et quand quelqu'un vient arroser un peu ce vide, vous êtes comme un désert et on vient arroser un peu, vous voyez, vous vous accrochez à cette personne-là. Et l'une des choses, c'est qu'il y a un attachement trop rapide. Lorsque on a souffert un peu de ce vide-là, parfois on est bien présentable devant la société, on n'a pas l'impression que vous êtes comme ça. Mais dès que quelqu'un vous dit un mot, vous voyez, vous avez tendance à rapidement vous attacher, vous accrocher à cette personne en disant s'il te plaît, remplis mon verre. Alors, dis-moi, Josiane, est-ce que tu as été dépendante affective? Tu t'es accrochée à quelqu'un au point de t'oublier un peu? Oui, je pense que oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu veux, mais raconte-nous un peu. Je pense que oui. Et justement, comme tu disais tout à l'heure, et il y a ce vide-là que justement, quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis, ah tiens, il arrive au moins à te combler d'une certaine façon. Tu te dis, en fait, tu comprends pas très bien au début, mais tu te dis forcément que ça pourrait le faire. Et tu te dis, pourquoi ne pas essayer? Mais après, quand tu es buté, ou tu te rends peut-être compte que soit c'était pas très sain, soit c'était peut-être malsain, c'était pas ce à quoi tu t'attendais, tu te braques encore, quoi. Tu te replies sur toi-même et ça devient très difficile à gérer. Ça crée encore un autre vide, non? Oui, les vides ne font que s'accumuler. Mais est-ce que quand on rencontre quelqu'un qui donne l'impression qu'il peut combler le vide, est-ce qu'on lui parle du vide qu'on a? Ou bien on le laisse juste s'installer? Est-ce qu'on lui dit j'ai un manque? Moi, je pense qu'on devrait en parler parce que si on est avec quelqu'un, justement, c'est pour évoluer ensemble, c'est pour avoir la même vision et aller dans le même sens. Donc, pour moi, il serait utile d'en parler pour que l'autre sache. Parce que si on est avec quelqu'un et qu'on commence à cacher ses faiblesses, ça veut dire que Mais est-ce que toi, tu en avais parlé? Oui, moi, j'en avais parlé. Est-ce que l'autre t'avait donné l'impression qu'elle malheureusement, ça a été utilisé pour me détruire, en fait. C'était devenu la faiblesse par laquelle on te tenait. Oui, exactement. Je pourrais dire quelque chose sur ça. Je voudrais, Josiane, voilà, parce que tout à l'heure, Josiane, elle est en train de dire quelque chose qui est très délicat. C'est que vous voyez, la personne vers qui vous allez et qui se rend compte de votre faiblesse,
j'aime à le dire, un animal blessé attire les prédateurs. Vous avez une fréquence basse. On dit souvent, nous sommes sur la même longueur d'onde. Lorsque vous êtes en souffrance, vous avez une fréquence basse et les gens se rendent compte. Vous attirez les gens qui ont également tendance à venir là pour vous exploiter, si vous voulez. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est en difficulté, on se transforme facilement en bourreau ou en sauveur. Donc la personne vient premièrement vers vous comme un sauveur. Il se rend compte, ah oui, j'écoute vos problèmes, etc. Mais à force pour vous, parce que l'une des caractéristiques du dépendant affectif, c'est que la personne qui est dépendante va tout faire pour satisfaire l'autre, au point de s'oublier, d'oublier ses propres besoins au passage. C'est-à-dire que je veux tellement que vous soyez bien, que l'objet de mon désir, l'objet qui fait, c'est un demi-dieu que vous avez en face, soit bien, que je fais tout ce qui est en mon possible, je me perds dans tout ça. Et la personne qui est comme un demi-dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que cette personne fait? Je veux dire, cette personne commence à prendre goût. Et quand cette personne prend goût, au début c'est très bien, vous allez passer de très bons premiers moments, mais après la personne va commencer à exiger carrément, commencer à réclamer même, vous voyez, ces choses-là, et commencer à se servir chez vous. Mais elle ne donne pas, elle réclame, mais elle ne donne pas. Elle finit par réclamer parce qu'elle se rend compte qu'en face, j'ai quelqu'un qui me donne sans arrêt, juste pour que je sois heureux. Et cette personne fait facilement du chantage, menace de vous quitter, etc. Parce que la personne s'est bien rendue compte que vous êtes complètement dépendant d'elle. Alors, Marie-Ponelle, toi, tu as été dépendante affective? Oui, j'ai été dépendante affective. Moi, mon cas déjà, il était un peu plus âgé que moi. Donc, vous pouvez déjà comprendre que là-bas, c'était facile. C'était facile pour moi de me laisser emporter par tous ces cadeaux, les câlins, tout ça. Surtout la sensation qu'on comble le vide du père qu'on a perdu trop tôt. Parce qu'il posait les actes comme mon père. Il me mettait à l'abri du besoin. Il prenait soin de moi, que ce soit moralement, physiquement, en tout, j'étais tranquille. Donc, c'est-à-dire, il t'amène à l'aimer à un point où tu oublies même que tu peux même avoir un père, que tu peux avoir une mère, ou bien quelqu'un d'autre peut exister en dehors de lui. En dehors de lui. Voilà. Donc, ça n'a vraiment pas été facile parce que à un certain niveau, je me suis même sentie un peu traumatisée. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que face à cette situation, j'ai beaucoup appris et c'est la raison pour laquelle je suis d'ailleurs ici, pour amener mes sœurs, amener ceux-là qui nous regardent, de ne pas céder à ce genre de personnes. On y revient. Hein. Alors, Barbara, à quel moment on quitte de « je t'aime » à « je ne peux pas vivre sans toi, tu es tout ce que j'ai ». À quel moment la transition se fait? Vous savez, dans toute relation, on a quand même une petite dépendance. Dans toute relation normale, équilibrée, il y a une petite dépendance. Là où le bas blesse, c'est quand on n'arrive plus à vivre sans cette personne. Quand on n'existe que par cette personne-là. Quand on dit « je ne peux pas supporter », je vais vous donner des exemples concrets, peut-être qu'elles en auront vécu quelques-uns. La séparation, je vais pour une semaine quelque part, la personne a l'impression qu'elle va mourir sans vous pendant une semaine. Non, on ne part pas, c'est vraiment, vous n'existez que avec la présence de cette personne. Vous créez une fusion avec cette personne, vous êtes très très dépendant de la personne. Et pour prendre une décision, souvent vous avez besoin de vous enquérir. Il faut que la personne vous dise « ah, tu es belle ». Vous avez besoin tout le temps d'être rassuré par la personne. Et quand vous n'arrivez plus, quand ça devient une douleur de voir la personne s'éloigner, de voir la personne partir, quand ça devient une douleur d'exister sans cette personne, il y a un problème. Parce que le meilleur schéma, c'est le schéma d'une personne qui est complètement équilibrée, qui peut se combler émotionnellement, on le verra plus tard, et avec une autre personne qui est complètement équilibrée, ils viennent se donner des choses équilibrées, un amour équilibré, et chacun d'eux en apporte quelque chose. Ça fait que moi, que tu sois là ou pas, j'existe, et que moi je sois là ou pas, tu existes, et quand on se met ensemble, on est équilibré. Ça, c'est un travail qu'il faut faire sur soi ou pas? Un gros travail, et on verra comment on le fait. Mais donc, il faut se dire qu'on bascule à partir du moment où on n'arrive plus, on appelle la personne tout le temps. Parce qu'il y a ça, c'est une chose. On écrit, on envoie des tonnes de messages. Des messages tout le temps, la personne n'existe plus, la personne se sent étouffée.
on demande où est-ce que tu es, Parfois, ça s'accompagne des jalousies excessives. Oui. On finit par être hyper jaloux de l'autre, d'essayer de contrôler. C'est-à-dire On veut prendre possession de l'autre. On appelle ça de l'insécurité émotionnelle. Vous êtes dans une insécurité émotionnelle et vous êtes en train, malheureusement, de créer une relation déséquilibrée. Vous n'êtes pas dans une bonne relation parce que, justement, il y a une personne qui est en déséquilibre émotionnel, l'autre personne qui en profite. Et c'est pas du tout. On va revenir comment s'est manifestée la dépendance chez vous, mais avant, on a tendu le micro à nos compatriotes à qui on a demandé s'ils savent ce que c'est que la dépendance émotionnelle. On les écoute, on se retrouve juste derrière. Et que tu te trouves en train de te poser les questions et surtout, non pas tu n'es pas dans un bon cadre. Il y a aussi des problèmes que tu traverses psychologiquement par rapport à ça, les menaces sentimentales, c'est-à-dire que tu es vers ta personne, tu le prouves l'amour, tu le montres de toutes les façons, mais elle n'est pas avec toi. Donc, du coup, ça peut te faire déconner, quoi. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Dépendance affective, pour moi, je dirais, c'est lorsque dans une relation quelconque avec quelqu'un, vous êtes dans un état où lorsque la personne ne vous êtes pas proche, vous réclamez constamment. Et lorsque vous réclamez constamment l'affection de la personne, au point où lorsque la personne ne l'est pas, ça vous rend un peu... vous n'êtes pas dans votre état, quoi. Oui. Oui, l'indépendance affective pour moi, moi-même, en personne, j'ai déjà eu ça. Donc, j'avais une fille que j'aimais, mais malheureusement pour moi, mon ami préféré a pris. Mais je ne peux pas lui rendre que le même message. J'essaie un peu d'abandonner. Donc, c'est un peu ça. Oui, mais toujours on souffre par rapport à ça, comme pas ignorer, mais il y a une souffrance par rapport à ça, mais on prend des mal à patience pour ne pas envoyer le mal par le mal. Dépendance affective, c'est un peu du fait qu'une personne, et tu penses à une personne, mais la personne n'a pas les sentiments pour toi. Au fait, et dans ce cas, tu ne mets pas trop le cœur. Quand une personne n'a pas les sentiments pour toi, tu ne mets pas le cœur. Donc, si ça ne va pas, vous vous séparez, c'est tout. Il y en a souffert, non, grand. Donc, je n'ai pas mis le cœur. Quand je constate que ça ne donne pas, donc je change de route. Je n'ai pas besoin de mettre le cœur et après, je me retrouve là où il ne fallait pas. Donc, quand ça ne va pas, tu abandonnes. Tu continues ta route, c'est comme ça. Une dépendance affective, en fait, c'est quelqu'un qui dépend, en termes des humains, c'est quelqu'un qui dépend d'un... En fait, qui est dans une relation et que sans cette personne ne peut pas être. Bon, je vais l'expliquer dans mon domaine, en fait. Dans mon domaine où je suis mécanicien, je peux dire que je dépends de mon travail. Sans mon travail, je ne peux pas m'épanouir, je ne suis pas à l'aise. Parce que je fais ce travail avec amour. Et je ne peux pas vivre sans ce travail. Si c'était dans le domaine amoureux, je veux dire, je ne peux pas vivre sans ma femme. Oui, dépendant affectif, c'est quelqu'un qui s'aime lui-même, qui veut tout pour lui-même. Bon, il est indépendant de lui-même. Bon, il ne donne pas son amour n'importe comment, soit il ne donne même pas. Bon, c'est ce que je sais pour une personne qui est indépendamment affective.
Entre copines, l'émission qui parle aux femmes, avec les femmes, diffusée tous les samedis quand il est 15h30 et dimanche quand il est 20h30. Aujourd'hui, avec mes copines, nous parlons de dépendance affective. Vous avez écouté ces messieurs, hein, leur avis sur la dépendance affective. Ils nous rendent dépendantes affectivement, mais eux-mêmes ne savent pas ce qu'il en ressort. Alors, Maria Apollinaire, comment se manifestait ta dépendance? C'est-à-dire que comment tu te comportais quand tu étais en dépendance? Je me comportais comme un enfant qui a perdu son jouet. Bon, comme je disais, j'étais avec la personne, je l'aimais énormément. Et lui, en retour, il faisait semblant de m'aimer. C'est de m'aimer, ce qu'on doit dire, il faisait semblant. Et à chaque fois que je voulais peut-être me séparer de lui, j'avais tellement mal. Et il y a des moments où, lorsque j'avais peut-être une nouvelle qui me donnait la joie au cœur, peut-être, soit un travail que j'ai eu, soit un contrat que j'ai eu, lorsqu'il n'est pas près de moi, c'est comme si le monde s'était écoulé. Donc je ne suis pas épanouie, je ne suis pas heureuse. Mais il suffit seulement que je l'appelle pour lui dire « Hey, coucou, tu sais, voilà ». Dès qu'il répond seulement « Non, je suis en joie ». Si peut-être nous sommes en difficulté, peut-être je compose son numéro, je ne parviens pas à l'avoir, c'est tout un problème. Donc c'est comme si ton cœur allait t'arrêter, donc tu ne parviens pas à respirer. C'est comme si tu ne t'appartenais pas au fait. Et quand il n'était pas là, tu l'appelais tout le temps, tu avais le besoin de l'avoir tout le temps à côté? Oui, il y a même des moments, tu quittes, même si tu sais que peut-être tu vas peut-être dans tel carrefour, tu vas le voir, tu t'arrêtes. Tu t'assois au carrefour là. Non, c'est un exemple que je prends. C'est des exemples que je prends, oui, parce que ça peut arriver. Oui, je suis d'accord. Oui, ça peut arriver. Ce sont des exemples que je prends. Peut-être tu peux sortir de chez toi, tu sais qu'à tel endroit, peut-être tu vas le retrouver, tu y vas aussi. Tout simplement parce que tu veux le voir. Oui. Même si ne cause pas le fait que tu l'as déjà vu, pour toi, tu es déjà à l'aise. Un autre exemple, c'est que tu sais qu'il habite ici, tu peux faire 20 tours devant son immeuble juste parce que tu espères que tu vas le voir. Et toi, Josiane, comment tu te comportais? Oui. Moi, je pense pas avoir vécu ça aussi de façon aussi obsessive. Non, oui. Je pense pas. Je crois que moi, c'était plus, si par exemple, il n'est pas là, qu'il est sorti, ça me rassurait juste de savoir que, ok, je suis sorti, je rentre après combien de temps, je serai peut-être là à telle heure, oui. Mais je ne vais pas être la seule qui va tout le temps regarder que est-ce qu'il m'a appelé, est-ce que, non, je pense, non, c'était pas ça à mon niveau. Oui. Mais je pense même que c'est plutôt moi-même des fois c'est plutôt l'autre personne qui en réclamait un peu trop aussi. Donc, je crois que tous les deux, on avait ce problème-là. C'était pas comment. Oui, vous étiez tous les deux dépendants. Oui. C'est là où c'est très compliqué. Lui, comment il se comportait en situation de dépendance? Il appelait tout le temps, il posait beaucoup de questions. Oui. Tu es où, tu fais quoi, avec qui, tu rentres à quelle heure? Après, ça devient tellement difficile à gérer et tu as l'impression que la personne en face n'a pas confiance en toi. Et ça devient un peu fatigant, ça devient stressant également pour toi en fait. Donc soit tu poses pas de questions, c'est un problème, soit tu en poses, c'est un problème. Finalement, tu ne sais pas quoi faire. Alors très souvent, comment se caractérise la dépendance? Ce qui se passe, c'est que la dépendance, c'est comme si vous avez une passoire percée et que vous allez chez l'autre à chaque fois essayer de la remplir et de venir remplir votre passoire. Vous allez tout le temps demander parce que vous avez besoin de sentir de façon éphémère quand même cette eau passée, mais ça ne vous comblera jamais. C'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on les écoute, elles sont tout le temps à la recherche, Il faut absolument un mot, une phrase, il faut une communication, il faut quelque chose, une connexion. Parce qu'on a l'impression à ce moment, parce qu'après quand elles se séparent, elles se rendent compte qu'elles peuvent bien vivre sans, mais on a l'impression à ce moment que si on n'a pas cette connexion-là, on n'a pas cette attention qui vient de cette personne, on n'existe pas. Et effectivement, ça crée, comme elle disait tantôt, un vrai problème à long terme, moyen et long terme dans la relation. Au début, on peut facilement vivre ça. Il me souvient de cette dame qui était dans une situation justement de dépendance émotionnelle. Je pense que j'en avais parlé ici dans un des plateaux. Elle a rencontré un monsieur, elle vivait avec son mari pendant un moment et puis un jour son mari s'est levé et il est parti. Sans mot dire. Le monsieur est parti, il a abandonné sa femme. Et alors qu'elle était là, elle a passé une dizaine d'années comme ça.
Elle a voulu se remarier et chaque fois qu'un monsieur s'approchait d'elle, elle appelait le monsieur au bord au moment où il devait se marier, 10 fois, 20 fois, elle appelait tout le temps. Elle lui mettait une pression incroyable. Et à chaque fois que le mariage s'approchait, le monsieur s'en allait. Pourquoi? Parce que plus vous étouffez quelqu'un, plus la personne a envie de s'échapper de votre emprise. Oui. Et elle ne comprenait pas. Justement, quand on a travaillé ensemble, on s'est rendu compte que elle était vraiment dans la... Et la dépendance vient aussi souvent de la blessure de l'abandon. Oui. Quand on a été abandonné, on a peur tellement d'être abandonné qu'on commence à étouffer l'autre. C'est un peu ce qui s'est passé avec son conjoint. Étouffer l'autre, étouffer. Il ne faut pas qu'il était dans la même configuration. Il ne faut pas qu'elle s'en aille. On essaye de... Et puis on est tellement maladroit, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, il faut rentrer en soi. Il faut régler le problème en soi pour pouvoir être une meilleure personne pour affronter, pour être dans le même, les mêmes, comment on dit ça, la même longueur d'onde avec ceux que vous allez attirer finalement. Parce que sinon vous allez avoir le même schéma. Il y a un schéma répétitif. Vous sortez de cette relation X, vous avez vécu ça, vous repartez dans la situation Y et vous allez revivre la même chose tant que vous n'avez pas travaillé sur vous-même. Alors, quel genre de femme étiez-vous pas aujourd'hui? Vous avez l'air d'une femme sûre de vous. Mais à ce moment-là, est-ce que vous étiez une femme... Quel genre de femme étiez-vous? Ah, j'étais quel genre de femme? J'étais une petite villageoise qui sortait du village. Oui, hein, il faut savoir, il faut le dire. Hein. Oui, j'étais une petite villageoise qui sortait du village. Oui. Donc, c'est pas comme aujourd'hui où c'est madame. Aujourd'hui, je sais quand même ce que je vaux. Je connais mon autorité. Donc, alors, vous êtes dans les bras de ce monsieur quand vous sortez du village, comme vous dites. Vous manquez de confiance. Oui, de confiance. Oui. C'est à ce moment que vous entrez dans... On dit que vous entrez dans sa main. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'à un certain niveau, avant de prendre même certaines décisions, tu es obligé de demander d'abord son avis. Son avis est la priorité. Oui. À savoir, tant qu'il ne valide pas, non, tu ne prends pas de décision. En fait, ce n'est même pas demander son avis, c'est demander son consentement. Voilà, parce qu'un avis est facultatif, oui, vous pouvez ne pas suivre. Mais en fait, vous voulez qu'il dise que oui. S'il dit non, vous arrêtez? S'il dit non, on arrête. Oui. Voilà. Mais est-ce qu'il avait conscience de votre état? C'est-à-dire que, est-ce qu'il avait conscience de ce que vous étiez accroché à lui? Parce que vous savez, il y a des hommes qui savent exactement à qui ils ont affaire. Est-ce que vous avez l'impression qu'il se disait juste que vous l'aimez ou bien... Non, moi personnellement, je vais dire il avait conscience. J'ai dit cela parce que s'il n'avait pas conscience... avec la façon dont il s'occupait de moi, la façon dont il présentait son amour, je serais plus loin qu'ici, je ne serais pas à ce niveau. Donc je dis, il a pris conscience, il a voulu détruire la personne que j'étais. Oui. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça a aidé, hein, je pense que ça a aidé. Ça a beaucoup aidé. Moi, je voulais dire encore plus, parce qu'il y a une limite. Quand moi j'écoute votre histoire, il y avait la recherche de ce qu'on appelle l'imago parental. C'est-à-dire que vous avez manqué d'un père, vous recherchez un père dans vos relations. C'est pour ça qu'il était plus âgé. Et maintenant, vous retrouvez ce père-là. Il vous donne la sécurité. Vous m'avez dit, il vous entourait, il faisait, etc. C'était une sécurité qui aurait dû vous être donnée par votre père. Mais il y a des gens qui sont des pervers narcissiques. C'est-à-dire qu'ils vous entourent comme ça, ils finissent par vous couper de tout le monde. Oui. C'était le cas. Voilà, il vous coupe progressivement de tout votre environnement. Et il finit par vous faire croire que c'est lui seul qui veut votre bien. Et c'est lui seul qui peut réussir à vous sortir, c'est votre sauveur. C'est lui et c'est lui. À partir du moment où vous êtes vraiment coupé émotionnellement des autres, parce que c'est lui seul forcément qui veut... Regardez comment il est bien. Et il est bien aux yeux de toute la société. Hein. Personne ne peut croire tout ce que vous allez dire derrière. Vous aurez beau dire, ah oui, il est comme ça, on va dire non, 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 non. Lui, il est trop bien. Il est trop bien. En fait, c'est toi qui... Je donnerais vraiment tout pour qu'il suive cette émission. Donc, effectivement, quand la personne fait comme ça, c'est comme un serpent. Oui, après, il vous entoure, il vous presse jusqu'à vous détruire en fait. Et ça, justement, il y a des gens qui sont des pervers narcissiques, qui abusent justement des personnes qui ont cette blessure de l'abandon-là, qui vous appuient, qui prennent tout. Et souvent, ils ne vous aiment pas vraiment. Hein. Souvent, ils profitent plus de vous. Il est plus intéressé. Voilà, par vous que d'être dans l'amour, etc.
Donc après, ce type de personnes existe. Il faut faire très attention aussi, mesdames. Sachez que le meilleur moyen, c'est d'être équilibré émotionnel. Lorsque vous ne l'êtes pas, vous attirez tout type de personnes. Et ce genre de personnes-là, ils peuvent vous tuer de l'intérieur, au point où vous rentrez dans des dépressions. Moi, j'ai connu une, et qui était d'ailleurs, vous avez parlé d'un chrétien aujourd'hui, elle était chrétienne, mais elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Et c'était une femme chrétienne très reconnue. Pourquoi? Parce qu'elle vivait avec quelqu'un, mais personne ne pouvait imaginer ce qu'elle était en train de vivre. Accepter même, parce qu'après, quand elle va le dire, on va lui dire non, c'est pas toi aussi. Il devient votre maître à penser. Lorsqu'on dévie déjà à ça, la personne est votre maître à penser. Il vous dit, mais toi, tu réalises pas que tu es un peu bête? Ouais, tu te rends pas compte que ta tête est un peu carrée. Et puis, il vous tue de l'intérieur. Bien sûr, même lorsque tu pries, il te demande que mais Dieu, c'est qui? Je suis ton Dieu. Donc, vraiment, voilà. Il a pris la place de petit Dieu. Dieu de blanc, là. Voilà. Et puis, il vous les mêmes tire expressions, vers, voilà. Josiane, je pense que tu as quelque chose à dire. Je pense que tu as quelque chose à dire à ce sujet. Dis-moi, à ce moment-là, comment tu te percevais, toi, en tant que... Comment tu te percevais? Tu n'avais pas la confiance que tu as aujourd'hui, je pense? Non, je pense pas. C'est que la personne te détruit tellement de l'intérieur qu'à un moment donné, tu ne sais plus qui tu es, en fait. Tu oublies carrément tout ce vers quoi tu t'es tourné, en fait. Tu oublies comment je dirais ça? Tu doutes des évidences. Tu oublies ce que tu étais. Comme on dit souvent, tu viens sur Terre pour une raison. Oui. Tu te disais, ok, voilà, mes ambitions, mes objectifs dans la vie, c'était ça. Mais tu les as, c'est comme si tu les as complètement oubliés, en fait. Tu les as mis de côté pour la personne. Ce n'est que la personne qui existait. Il fallait tout faire pour la personne, que ce soit lui personnellement ou sa famille. Tout était centré sur lui, en fait. Donc, à un moment donné, tu t'oublies. Et la personne est encore très maligne parce qu'à un moment donné, comme la personne a conscience de tes faiblesses, cette personne arrive à, comme la coach le disait tout à l'heure, arrive à te couper de ton monde, en fait. C'est elle qui n'est plus bien, c'est tel ami qui ne te correspond pas, c'est ta mère qui ne t'aime pas. En fait, et vous croyez à ça? Non, c'est pas qu'on croit. Tu crois, Aimée, tu n'as pas le choix. C'est même pas moi, j'ai cru. Je ne pense pas que ce soit tellement la croyance, en fait. C'est qu'à un moment donné, tu es là et tu te dis, ben, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu es dans une relation où même quand tu essaies d'en parler à quelqu'un, la personne te dit, ben, le mariage en Afrique, c'est comme ça. On te dit, ben, il faut supporter. Oui. Beaucoup supportent ça, donc tant qu'il rationnent encore à la maison, mais tu veux quoi? Tu vois, quand tu... Il ne fait pas quoi à la maison? Voilà. Et puis c'est quelqu'un, justement, elle a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est tellement bien vu de l'extérieur, c'est celui qui est toujours prompt à aider tout le monde dans la famille, dans ta famille même. Qu'à un moment donné, quand tu en parles, on ne te croit pas. On a du mal à te croire. Il veut tellement te détruire qu'il arrive à s'allier avec des gens autour de toi. Ce qu'il fait de bien à l'extérieur, il vous le rend mal à l'intérieur. Exact. C'est une autre personne. Ce sont des gens qui ont au moins, je ne sais pas, peut-être une quinzaine de facettes. Donc il est l'homme charmant aujourd'hui. Il est attentionné, il est tellement bien. Et le lendemain, c'est le diable. Oui, c'est un trouble de personnalité. Oui. Hein. Tout ce qu'on appelle la perversion narcissique, c'est un trouble de personnalité. Ce sont des personnes qui sont comme des personnes bipolaires. Elles ont vraiment... Justement. Et même quand elles vous font mal, la minute d'après, elles peuvent être... Ah là là, oui, vraiment, exactement. C'est ça, en fait, la difficulté, c'est qu'à un moment donné, tu te dis non, il va changer. Donc tu as ça dans l'esprit, parce que tu aimes la personne, en fait. Oui. Et la personne a conscience de l'amour que tu as pour elle. Elle en abuse alors, justement. C'est que le lendemain, c'est l'homme, il te ramène ce que tu aimes bien manger et tout, pour que tu arrives à oublier ce qui s'est passé. Il est charmant, il est vraiment... Quand ta copine arrive, elle dit, waouh, c'est l'homme de mes rêves. Sachant parce que tu sans savoir ce que tu vis, en fait. Non, c'est très difficile, en fait. C'est très difficile. C'est pour ça que les gens se disent parfois, comment vous faites pour rester? Mais ils ne peuvent pas comprendre. Qui n'a même pas d'abord la force pour commencer à partir. En fait, c'est ça. Alors, Barbara, qui de l'homme ou de la femme est plus dépendant affectivement? On parle beaucoup de dépendance auprès des femmes, malheureusement. Oui. Mais moi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes dépendants affectifs. Ils sont complètement dépendants affectifs d'une femme. Ça peut être bien, non? Un homme dépendant affectif, c'est bien, non? Ça, c'est la femme qui veut se venger. Non, pas du tout, mais je veux voir à quoi ça ressemble quand même. Non, mais il y en a qui sont très dépendants. Ça peut être trop bien, non? Messieurs, nous ne détestons pas.
Donc, non, il y a des hommes qui sont dépendants, mais beaucoup plus de femmes. Parce que la femme, déjà, par nature, elle est très émotionnelle. L'homme est plus porté vers... plus cérébral. Cérébral, vers la raison, etc. La femme est beaucoup plus émotionnelle. Donc, elle est beaucoup plus encline à être victime, justement, de ce type de choses, etc. Mais dans l'enfance aussi, on a tendance à traiter... La femme a beaucoup d'attentes. Hein. La jeune fille, vous voyez... La jeune fille par rapport à son père, il y a une connexion qui doit se passer. Imaginez quand vous n'avez pas de papa, de complexe de Deep et tout ça, il y a des choses qui doivent se passer et qui ne sont pas en train de se passer. Le vide est vraiment sérieux. Le petit garçon, il est très cérébral et puis non, écoute, tu ne dois pas ci, tu ne dois pas ça. Parfois, il essaye de se contenter de ce que la société dit, il se met au-dessus, etc. Mais beaucoup plus de femmes sont enclines quand même à être dépendantes affectives. Beaucoup plus. On en rencontre beaucoup plus. Et elles souffrent beaucoup aussi dans les relations. Et ça fait que voilà, l'homme a beaucoup plus de choix. Il peut voltiger entre plusieurs relations, faire mal à plusieurs personnes. Et la femme, elle est très émotive. Quand elle se met dans une relation, souvent c'est avec le cœur. Et quand c'est avec le cœur, on souffre beaucoup plus. L'homme, il peut être là juste avec sa partie génitale. Avant cette question que je vais poser, tu vas y répondre, mais je vais demander d'abord à Barbara et à Josiane et à Marie-Antoinette. Est-ce que vous avez été dépendante affective une seule fois ou bien c'est dans toutes les relations que vous avez eues? Toi, Marie-Apollinaire. Je peux dire 2 fois. Oui. Ouais. 2 fois successivement ou 2 fois l'une un moment et après l'autre? Bon, 2 fois, je peux dire 2 fois successivement. Tu n'avais pas déjà compris comment ça fonctionne? Je n'avais pas compris, puisque c'est ma 2e relation qui me sort du contexte dans lequel je me trouvais. D'accord, très bien, d'accord. Ok. Et toi, Josiane, tu as été... Moi, je pense une seule fois. Une seule fois, oui. D'accord. Alors, je pose la question, est-ce que la dépendance affective est seulement est permanente ou bien c'est en fonction des circonstances, en fonction des relations qu'on a? Il faut trouver l'origine, en fait. Le problème, c'est l'origine de la dépendance affective. Lorsque votre origine est, par exemple, sur des blessures émotionnelles, vous avez eu des blessures au moment de votre enfance, il faut absolument résoudre ces blessures. Il faut rentrer dans votre vie et essayer de résoudre ça. Et ça peut être par plusieurs moyens. Mais si vous ne résolvez pas ce problème, même si vous avez l'impression que vous avez compris intellectuellement, ça remontera à un moment ou à un autre de votre vie. À chaque fois qu'il y aura quelque chose qui va vous rappeler ce vide, ça va revenir. Ça va revenir même si vous voulez jouer je peux. Vous voyez? C'est pourquoi il faut aller résoudre les problèmes émotionnels qu'on s'est trimballés dans l'enfance et c'est important. Plus que jamais, moi je dis aux gens, la santé mentale est importante. On a tendance tellement à la négliger. Et moi, je rattrape. Il y a au moins 3 personnes dans l'année dernière qui ont essayé de se suicider. Au moins 3. Ça, je peux vous dire, qui ont essayé de se suicider parce que elles se sont retrouvées dans des situations pareilles. Plus que jamais, il est temps de savoir que la santé mentale est importante, même dans un foyer. Et même en Afrique. Surtout dans un foyer, permets-moi de t'arrêter, surtout dans un foyer. Surtout dans un foyer. Les Africains ne sont pas des... Même les mamans aujourd'hui, Hermine regarde comment il y a beaucoup de mamans qui ont été de grosses victimes et qui ont disparu, qui sont aujourd'hui des feuilles de papier en fait, qui sont juste là. Et il y en a certaines qui ont été revanchardes vis-à-vis de ce monsieur lorsqu'il a pris la retraite. Elles ont été très méchantes, violentes vis-à-vis de cet homme parce qu'il y a plein de choses qu'elles ont accumulées pendant la vie. Je veux dire qu'il faut savoir que la santé mentale est importante. On ne peut pas perdre quelqu'un en disant on ne tient pas compte de ta santé mentale parce qu'on est en Afrique. Ça fait mal autant en Afrique qu'en Europe ou en Amérique. Ça fait mal de souffrir des gens qui t'insultent, qui te méprisent, qui te dévalorisent au quotidien et que tu n'arrives pas à te relever. Ça fait mal d'être en train de courir à chaque fois après quelqu'un parce qu'on est dépendant affectif, de chercher, de supplier l'amour. Vous voyez, quelqu'un vous fuit, vous le suivez. Il est avec d'autres femmes, ou il ou elle avec d'autres personnes, mais vous continuez à suivre la personne, à poursuivre la personne. Vous n'arrivez pas à lâcher parce que vous êtes dépendant affectif. Et ça aurait pu être résolu par une bonne santé mentale. Vous voyez? Donc c'est très important également la santé mentale. Et ça touche homme comme femme, ça touche tout le monde. Et on peut être dépendant affectif
à chaque fois, aussi longtemps qu'on ne guérit pas, on sera dépendant. On peut enchaîner des relations de enchaîner. dépendance. Et c'est même pas qu'on peut, on va enchaîner plusieurs relations jusqu'à ce qu'on prenne conscience. Mais on peut avoir beaucoup de grâce aussi. Lorsque vous tombez à côté d'un robinet, voilà, c'est-à-dire que vous êtes assoiffé, il y a un robinet à côté. Ben, même si vous ne vous guérissez pas vraiment, mais au moins vous avez le robinet, vous allez vous chercher. C'est mieux de guérir, hein, parce qu'on peut couper l'autre du robinet là. L'idéal, c'est de guérir, d'être en paix avec soi, etc. Voilà. Alors, Josiane, est-ce que dans cette situation, tu en parlais? Tu avais quand même quelqu'un à qui tu en parlais? Oui, à ce moment-là, oui, j'ai une amie. Grâce à qui je pense que je suis encore en vie. Oui, parce qu'elle a vraiment été là. Franchement, elle est celle qui était toujours là, en fait. Qui venait toujours voir si je vais bien, qui venait me sortir, balader un peu. Elle connaissait bien la situation, donc elle était toujours aux aguets, quoi. Je pense que grâce à elle, je pense. Ça te faisait du bien de Oui, franchement, beaucoup. Parce que le problème souvent aussi, c'est qu'on n'a même pas... En plus, on souffre et puis on ne peut même pas parler à quelqu'un qui peut comprendre. Parce que généralement, on parle aux gens qui ont une autre image de celui qui nous fait souffrir. Et toi aussi, tu en parlais, Marie-Antoinette? Oui, j'en parlais à l'époque. J'en parlais à Madame Pauline. Je ne sais pas si elle est encore en vie. C'était la nounou du monsieur. Donc, elle comprenait ce qui se passait? Elle comprenait, puis c'était une maman. Donc, elle me soutenait à son niveau. Elle donnait des conseils aussi? Oui, elle me donnait des conseils. Mais je n'écoutais pas ses conseils. Comme je disais, quand tu ne t'appartiens pas, tu ne vis que pour quelqu'un. On ne conseille pas une tout femme ce qu'on va te dire là, tu ne peux rien comprendre. C'est ça, non? À un moment donné, tu commences à comprendre. Tu te dis, il y a quelque chose qui tourne pas rond, en fait. En fait, tu ne sais juste pas quoi, en fait. Parce que quand tu n'as pas conscience de ce que c'est qu'un pervers narcissique, tu ne comprends pas. Tu te dis juste que ça va s'arranger, en fait. Surtout que le gars change de visage chaque jour. On a toujours à un certain moment, tu trouves même que tout ce qu'il fait est beau, hein, que c'est normal. Oui, que c'est normal. C'est ce qui te fait comprendre, en fait, que mais sans lui, tu n'es rien. Tu vas aller où? Qui va même encore te regarder. Ah oui, il dit souvent ça. Oui, justement. C'est vraiment, vous êtes une victime, hein. Vous êtes en permanence une victime. C'est-à-dire que c'est lui désormais votre maître à penser. C'est pour ça que vous avez aimé. Tout ce qu'il faisait était bon. C'est lui le petit Dieu. C'est lui qui pense. C'est ce qu'il dit est bon. Si vous dit que vous êtes belle, vous allez sautiller ce jour-là et marcher avec beaucoup de grâce. Et si vous dit, mais qu'est-ce que tu as porté, vous allez vous changer. Même si vous, devant votre miroir, vous avez eu l'impression que vous étiez belle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous... C'est comme, il prend votre cerveau, il met de côté, il prend son cerveau et puis il devient votre cerveau, en fait. Alors, comment tu t'es sortie de cette dépendance-là? Comment tu as réussi à sortir de là? Ah, très belle question. Parce qu'à l'époque, comme je disais, j'évitais d'en parler à mes frères, à mes sœurs. Mais une fois, j'ai pris le courage, j'ai parlé à ma mère. Elle m'a beaucoup conseillé. Elle m'a dit, chaque matin, lorsque tu te lèves, il faut te regarder. Il faut regarder le miroir. Tu essaies de causer avec toi-même. Là, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, il faut beaucoup prier. C'est dans la prière que tu vas recevoir une délivrance. Et c'est dans la prière que j'ai reçu ma délivrance parce que lorsque j'ai commencé à aimer Jésus, c'est là où Jésus m'a montré qui je suis. Vous comprenez? C'est quand j'ai su que... Parce que tant que toi-même tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut d'abord t'aimer parce que lorsque tu aimes la personne que tu es, il y a des choses... Je n'accepte pas. Ne peux pas. Voilà. Donc lorsque j'ai su qui je suis, j'ai commencé à m'aimer. Non. J'ai reçu ma délivrance. Tu as changé de... J'ai changé. Complètement. Et comment il a réagi au changement? Il a réagi. Je suis devenue son pire ennemi. Le diable. C'est ça. Oui, je suis devenue le diable. Et aujourd'hui, est-ce qu'il vous voit? Il me voit. Il l'entend. Il me voit. Il a même envie de me voir, mais il ne me verra pas. Mais cette fois-ci, tu vas me voir. C'est par ici la caméra. Hein? Oui, cette fois-ci, tu vas me voir. Il entend parler. Il entend. Il n'a pas encore vu. Il veut voir. Mais cette fois-ci, il verra. Je vais m'arranger à ce qu'il voie. Josiane, comment tu te sors de cette dépendance-là? Moi, je pense que ce qui m'a vraiment décidé à partir, c'est la violence physique, en fait.
Parce que c'était la goutte de trop. Et c'est depuis ce jour-là que je suis partie, en fait. Juste Et comme puis, ça, je suis tu t'es levé, tu es parti? Ah oui, je suis partie ce jour-là et je ne suis plus jamais repartie, quoi. Ce qui est reparti, c'était pas moi, c'était les papiers de divorce, en fait. et comment quand tu es parti, est-ce qu'il a cherché à te... C'était la violence. À te revoir, t'a cherché? Il est passé à un autre niveau. Oui, ça pourra lui échapper. C'est la guerre seulement, en fait. Il fallait tout gâter, quoi. Il a commencé à me saboter, salir mon nom. Ça allait dans tous les sens. Oui, je comprends. Même, je me suis même rendu compte qu'ils nous ont enregistrés pendant des ébats intimes. Oui, c'est allé dans tous les sens, en fait. Donc, je me suis juste dit, ben, tiens, je faisais quoi là-bas, en fait. Mais le plus dur dans tout ça, c'est que quand il y a des enfants, c'est très difficile. Oh oui. Parce que c'est très, très difficile, en fait. Parce que tu as des enfants en face et tu ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de leur... Tu sais ce que c'est d'avoir pas eu un parent tout le temps. Et tu veux pas leur passer ça, en fait. Tu veux pas qu'ils revivent les mêmes souffrances. Et tu sais pas, tu es coincé. Tu sais pas quoi faire. Et puis voilà, c'est pour ça qu'elle a dit Dieu tout à l'heure. Bon, elle a dit Jésus. Mais moi, je dis, Jésus était derrière moi depuis. Et sinon je ne serais pas sortie de là. Donc, c'est juste de se rappeler qui on est. Et c'est pourquoi on était venu sur Terre, en fait. Se rappeler ça et de se donner la motivation d'avancer malgré tout, en fait. Je pense que le pire aussi, c'est nos enfants voient ce par quoi on passe. Même s'ils ne parlent pas, ils ont pleinement conscience de ce qu'on... Ils ont beaucoup de blessures aussi, donc c'est beaucoup. Il faut gérer les tiennes, il faut gérer les leurs. C'est des enfants. Ça devient difficile, ça devient très difficile. Parce qu'en même temps, c'est la guerre avec les enfants aussi. Parce qu'il y a 2 enfants avant, qu'il a eu avant moi, qui étaient très liés à moi, et qu'il a essayé de monter contre moi également. Donc ça devient vraiment beaucoup de choses à gérer en même temps. C'est impossible. Comment on sort de là, je vous présente déjà toute ma sympathie, mesdames. Je sais que c'est hyper difficile de passer par tout ça. Pour les enfants, peut-être avant de répondre à sa question, je voudrais vous proposer de trouver des images masculines très fortes. Par exemple, si vous avez un frère, un ami, n'hésitez pas à les faire venir. Il faut que les enfants aient quelqu'un qui puisse combler tout au moins cette figure-là. Avec un bon oncle, l'enfant peut être aussi équilibré qu'un enfant qui vit dans un foyer normal. Et puis un bon frère, vous avez quelqu'un qui est là et qui est présent pour ses neveux, qui de temps en temps les prend pour faire une petite sortie. Cette figure paternelle va combler quelque chose qui manque à vos enfants. Alors, avec ta permission, surtout qu'un membre de famille, parce qu'un autre aventurier va s'amener là et va creuser le trou encore plus profond. Pour aller avec une nouvelle personne, il faut vraiment être équilibré, guérir. Il faut absolument savoir ce qu'on veut. Définir c'est quoi je veux pour la suite et voilà, et qu'est-ce que je ne veux plus. Et ça fait que de façon équilibrée, vous pouvez partir. Dans une situation comme ça, pour sortir de la dépendance émotionnelle, la première chose pour moi, de trouver l'origine. Il faut trouver déjà l'origine. Si c'est l'ensemble des déceptions qu'on a eues, c'est une chose. Si c'est une blessure émotionnelle d'enfance, généralement c'est ça. Dans 90%, ça vient de l'enfance. Il faut aller résoudre ça. Je n'ai pas eu de papa. Il faut corriger cette information. Le cerveau est fait comme un ordinateur. Il faut corriger certaines informations dans notre cerveau pour permettre au cerveau de changer de mode de fonctionnement. C'est-à-dire que vous êtes dirigé un peu par votre cerveau. Et votre cerveau fonctionne en fonction de ce qu'il a reçu comme information. Donc si vous modifiez l'information, ça change votre comportement généralement. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle les thérapies cognitives comportementales qui permettent de rentrer en fait dans la personne, de travailler sur son passé et de permettre qu'elle lâche ce passé-là. Pourquoi est-ce que je m'accroche sur ce passé? Je n'ai pas eu, mais pourquoi? Je n'ai pas eu de père, mais pourquoi je m'accroche dessus? Est-ce que j'existe vraiment de travailler sur soi et de pouvoir avancer? La première chose, c'est vraiment d'aller résoudre ce problème-là. Et la deuxième chose qui est hyper importante, elle le disait, c'est de retrouver son identité. C'est qui je suis? Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis là en fait par rapport à l'autre, etc. Quand on retrouve son identité, on se retrouve soi-même. Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes passions en fait?
Mais j'enlève mon énergie que j'ai mise sur cette relation, sur cette personne autour de sa famille, de son souci. Je remets cette énergie sur moi-même. Est-ce que j'ai besoin de lui pour être la femme que je suis? Je peux vous dire avec beaucoup de certitude et à tous ceux qui écoutent aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être heureux. C'est-à-dire que le bonheur que l'autre vous apporte est un supplément dans votre vie. Ce n'est pas si cette personne n'est pas là, je meurs. Non, vous ne mourrez pas parce que vous n'êtes pas venu pour elle ici-bas. La personne qui vous a créé, qui vous a amené ici, elle vous a amené seule. C'est-à-dire que vous devez travailler sur vous, déjà en vous disant c'est quoi mon identité, mais finalement maintenant en travaillant sur vous, en réapprenant à vous aimer, à travailler sur votre confiance, sur votre estime de vous-même. On tombe là parce que on n'a plus confiance en soi et puis on laisse l'autre nous dire si on est bien ou pas bien. Lorsque vous avez confiance en vous, vous n'avez pas besoin que l'autre vous dise que vous êtes belle. Vous n'avez pas besoin que l'autre vous dise. Et il faut savoir ce qui est derrière, ce sont des peurs. La peur d'être abandonné, la peur, l'anxiété par rapport à ceci. Il faut également corriger. Et aussi la paresse. La paresse aussi. La paresse. Il y a la peur, la paresse. La paresse aussi, non. La paresse, les gens qui ne veulent rien faire de leur vie, qui attendent que... Oui, c'est possible aussi. Oui, aussi. On peut aller dans ce sens, pourquoi pas. Une femme qui se dit peut-être que c'est lui qui comble mes besoins. Ouais, voilà. Donc, je suis obligée de supporter... Mais il faut savoir que ce que vous faites, vous tuez vos enfants. Parce que la jeune fille que vous avez à la maison, elle apprend qu'on me bat, on me fait n'importe quoi. Parce que la dépendance affective, quel que soit ce qu'on te fait, tu restes, généralement. Tu supportes des choses insupportables. Des choses que quelqu'un d'équilibré ne supporte pas, toi tu vas les supporter. Parce que tu vas te dire non, je ne pars pas, non, je ne pars pas. Je vous ai dit, j'ai rencontré son mari a couché avec une femme dans leur lit conjugal, elle à côté. Mais elle n'arrive pas à le quitter. Parce qu'au nom de la dépendance, on va mettre ça, c'est l'amour. C'est pas de l'amour. Vous êtes dépendant affectif. Et il faut donc travailler, aller résoudre votre problème du passé pour pouvoir être suffisamment équilibré. Et lorsque vous entrez dans de nouvelles relations, mettez les bases dès le départ. Si quelqu'un vous gifle, vous devez savoir que non, je ne te permets pas. Il faut mettre des bases au départ de la nouvelle relation. Il faut l'assainir dès l'entame. Il faut rester équilibré, parce que quand vous êtes équilibré, quand ça commence à sortir de votre cadre que vous avez défini, vous pouvez dire non, attention, là je ne sors pas. Et les manipulateurs n'aiment pas les gens qui sont... Ils aiment des proies, ils aiment des personnes qui sont... Quand quelqu'un est bien équilibré dans sa tête, il attire plutôt des gens équilibrés. Non, il va partir, il va fuir. Lui, il va fuir. Il n'a pas en face de lui ce qui l'attendait. Oui, il veut quelqu'un qui va pouvoir mater, qui va pouvoir ceci. Mais quand vous êtes équilibré, comme vous, par exemple, vous disiez à ce monsieur... On vous trouve insoumise. Il ne va pas réussir, ça ne peut plus matcher entre vous. On a besoin que vous soyez un peu faible pour vous assujettir. C'est pour ça qu'il faut être guéri. Parce que quand vous êtes guéri, la personne qui vient en face de vous, tu as quoi à m'offrir? On choisit celui qui entre dans nos vies dans ce cas-là. Alors, mesdames, merci. Et puis, il y a la spiritualité, pour terminer, pardon. Il y a la spiritualité qui est très importante. Moi, j'encourage beaucoup les gens, quel que soit votre domaine, vraiment, Dieu est très important dans la guérison. Si vous êtes chrétien, allez-y, croyez en Dieu de tout votre cœur. Vous allez réaliser que vous êtes aimé et pas forcément trouver votre amour chez 10 000 personnes. L'amour des autres est très fluctuant. Trouvez l'amour chez cette personne, ce suprême-là, qui ne fluctue pas. Il vous aimera toujours. Et voilà, et c'est une stabilité qui vous permet d'avancer. Et en tout lieu. Et faites beaucoup de sport. Voilà, faites beaucoup de sport, ça va vous aider aussi. Alors, mesdames, on est au mois d'octobre. Il ne vous échappe pas que c'est le mois de sensibilisation contre le cancer du sein. Octobre rose. J'aimerais qu'ensemble ici, nous invitions les femmes à se faire dépister et surtout à miser sur la prévention qui consiste à faire des palpations, c'est ça, à essayer de regarder chaque matin, on se met, ça cultive aussi la confiance en soi, de se mettre devant son miroir, de se regarder et de se dire quand même, je ne suis pas la dernière des femmes, je suis pas mal. Ça nous évite de nous retrouver dans les bras de ces messieurs qui nous torpillent. Donc je nous invite, mesdames, à faire le dépistage contre le cancer du sein et à prévenir surtout avec des palpations. Dès que vous sentez la boule dure et douloureuse, je pense que c'est ce qu'on dit, n'hésitez pas à vous faire dépister. Alors Marie Apollinaire, merci d'être venue. Merci aussi. Alors qu'est-ce que je peux te souhaiter? Beaucoup de bonheur.
Tu souris un peu trop. Je sens que... Mais je suis heureuse, Hermine. Je sens que... Hein? Ça va depuis longtemps? Ça va très bien. Très bien, je suis heureuse. Comme un petit nounours. Josiane, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Je suis heureuse de t'avoir là. On a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Beaucoup de la santé surtout et beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. La santé, beaucoup d'argent pour que je puisse m'occuper des enfants comme il se doit en fait. Ah oui. Surtout leur donner beaucoup d'amour, surtout d'avoir la capacité d'être là pour eux. Et puis j'ai souvent envie de dire, il ne faut pas qu'on fasse comme si nous sommes des femmes, des femmes, des guerrières. Un homme c'est bien à côté, mais un homme qui est sain, un homme qui est stable mentalement. Vous comprenez, moi je suis issue de celles qui pensent qu'un homme a sa place à côté d'une femme, mais un homme qui est équilibré. Un homme qui est équilibré, un homme qui est sain d'esprit. Alors je te souhaite d'en trouver un parce que quand on élève des enfants seul, on a besoin d'un soutien. Il n'est pas forcément financier, il est aussi émotionnel. Et je te souhaite de trouver ce soutien. Barbara? Moi, si tu me permets de transférer mon souhait à nos téléspectateurs, je voudrais dire, chère dame, travaillez, si vous aimez à être touché, offrez-vous des massages. De beaux massages pour vous-même. Si vous aimez recevoir des cadeaux, commencez à vous offrir des cadeaux. Offrez-vous des voyages. Sortez de ce truc dans lequel vous vous trouvez. Sortez de cette compression dans laquelle vous vous trouvez. Et en anglais, on dit dare to exist. Il faut oser exister parce que vous méritez de vivre, vous méritez d'être là. Et tout à l'heure, elle le disait, elle est là. Si vous avez besoin de son numéro de téléphone, n'hésitez pas à venir à STV. Mais je souhaite vraiment que vous puissiez être heureux. Parlez-vous sur la glace, dites-vous comment vous êtes belle, parce que vous êtes très belle. J'aime Madame Zakougla, que je salue, parce que vous êtes une très belle femme. Quand elle se présente, elle est belle. Quelle que soit votre morphologie, quel que soit comment vous êtes une belle personne. Regardez-vous et rappelez-vous comment vous êtes belle. Vous ne méritez pas de subir tout ce que vous êtes en train de subir. Reprenez-vous en main, mettez-vous dans la prière et laissez la bonne personne vous aimer de tout son cœur. Oh, merci Barbara. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci mesdames d'avoir partagé votre tranche de vie avec nous. J'espère que vous en avez appris beaucoup. En tout cas, moi, j'ai appris. Retrouvons-nous pour une autre édition très prochainement, si plaît à Dieu. Merci, au revoir.